à main droite plus droite, Georges Vigarello, donc, qui est né à Monaco, peut-être le savez-vous déjà, qui lui est historien, qui est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé, des pratiques corporelles et des représentations du corps. Alors, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur du Centre Edgar Morin, membre de l'Institut universitaire de France et puis ancien président du conseil scientifique de la BNF et docteur honoris causa de l'Université de Montréal et de l'Université de Lausanne. Alors là encore, il suffit que je lise les titres de ces livres pour qu'on comprenne le domaine de recherche. Dans le sens inverse à la chronologie, La robe, une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui, Histoire de la fatigue du Moyen-Âge à aujourd'hui, Le sentiment de soi, histoire de la perception du corps, La silhouette du XVIIIe siècle à nos jours, Les métamorphoses du gras, histoire de l'obésité du Moyen-Âge au XXe siècle, histoire de la beauté, du jeu ancien aux shows sportifs, la naissance d'un mythe, l'histoire du viol, passion sport, le propre et le sale, l'hygiène depuis le Moyen-Âge, le corps redressé, et surtout, il a aussi, il a entre autres, publié au Seuil de nombreux ouvrages et dirigé avec Alain Corbin, que je voudrais saluer ici parce que j'ai une immense admiration pour cet historien qui avait fait l'histoire des odeurs, le miasme et la jonquille, l'histoire aussi d'un inconnu. En étant dans les archives, il a ouvert au hasard effectivement les dossiers de la mairie. Il a pris un nom au hasard du XVIIe au XVIIIe siècle et puis il en a fait l'histoire alors qu'on savait presque rien. Donc avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, qui est aussi un grand, Georges Vigarello a dirigé une histoire du corps, une histoire de la virilité et une histoire des émotions. Donc vous voyez que ce soir, nous avons affaire vraiment à des spécialistes qui vont nous éclairer sur la question. Avant cela, je voudrais juste vous lire un petit texte, si vous me permettez, pour introduire un peu les questions, si je me retrouve dans mes feuilles. Voilà. Dieu lui-même, au fait, au 7e jour ou au 6e, on ne sait pas, n'en peut plus. Le marathonien titube et s'effondre, le maçon laisse tomber sa truelle, l'écolier s'endort sur son cahier, le vieillard ne peut plus porter la cuillère à sa bouche. Parfois, la lassitude précède même le travail. Le cycliste met pied à terre avant d'escalader le col. L'employé se meurt à la seule vue du nombre de mails qu'il a à ouvrir. Et l'ouvrier, en se levant, est déjà là d'avoir à s'épuiser pour pouvoir le lendemain et tous les jours à venir s'épuiser encore. Le soldat est harassé de se tenir au garde à vous. Le timide a mal au dos de ne pouvoir jamais être à son aise. L'étranger s'épuise à chercher ses mots. Le nouveau venu a trouvé sa place. Celui qui n'a rien ne supporte plus d'avoir tout à désirer, et celui qui a tout de n'avoir plus rien à espérer. On peut être là, d'être né, d'avoir à vivre, de devoir chaque jour soulever son corps plus vieux d'un jour. 1000, 1100, 1000, 10 000 formes de la fatigue. À devoir les recenser toutes, on serait totalement éreinté. Sur une telle polychromie de la fatigue, selon l'expression de Jean-Louis Chrétien, qui a écrit un livre mémorable sur la fatigue, la médecine musculaire, la psychologie, la physiologie, la sociologie du travail ont certes quelque chose à dire, mais si chaque acte de la vie a sa fatigue propre, et si on se fatigue de faire, d'en avoir trop fait, ou de n'avoir rien à faire, comment pourrait-elle tout dire ? Qu'en est-il de la fatigue elle-même, ou plutôt de quoi il en va lorsqu'on parle de la fatigue ? Traiter philosophiquement la question de la fatigue pourra de prime abord paraître incongru. Que peut dire la philosophie de la main qui ne peut plus soulever un stylo, des muscles endoloris, des paupières lourdes, des jambes qui n'avancent plus, des yeux qui ne peuvent plus regarder l'écran ? À la rigueur, on admettrait qu'elle parlât de ces fatigues qu'aucun labeur, qu'aucune dépense d'énergie ne justifie. La fatigue d'être au monde, la nausée immense de la vie, comme disait Jules Laforgue, le sentiment d'absurdité, ou cet épuisement de l'existence auquel réduisent le deuil, le désespoir, les caresses qu'on n'a pas reçues, les mots qu'on aurait aimé entendre, la solitude, la confiance trahie. Mais plus que légitime se révèle la convocation de la philosophie lorsqu'on remarque qu'être fatigué n'a pas de sens en soi. On est toujours fatigué de marcher, de courir, de dormir,
de ne pas dormir, d'être aimé, d'aimer, de ne pas aimer, de travailler, d'attendre, d'être gentil, d'être malade, d'être. Si bien qu'on est toujours déjà fatigué, qu'il n'y a guère une fatigue qui serait indépendante de ce que l'homme fait ou pense, de ce que l'homme est. La fatigue n'a pas de contraire, elle n'a ni début, elle ne peut être que la conséquence de l'effort, ni fin, car on ne peut pas faire que l'on n'ait plus rien à faire. Aussi n'est-elle pas quelque chose, mais une dimension de la condition humaine comme telle, dans laquelle se lisent les rapports au corps, le rapport au temps, le rapport à la mort, le rapport au sens et au non-sens, le rapport à autrui, le rapport à l'être et même le rapport à Dieu. Donc c'est sur ces formes que j'aimerais faire intervenir effectivement mes invités, peut-être d'abord en envisageant une perspective historique sur la fatigue qui permettrait peut-être de relativiser un certain nombre de choses qu'on dit aujourd'hui. Donc Georges, je te passe la parole. Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est un grand plaisir d'être parmi vous, pour des raisons que vous devinez, dans la mesure où j'ai l'impression de ne pas être parti, ce qui est une satisfaction intime que je ne saurais cacher. Par ailleurs, je trouve très important le film qui a été montré, de même que je trouve très important ce que vient de dire Robert Maggiori. Pourquoi important le film qui a été montré? Parce qu'on voit bien que certains mots qui sont utilisés par les personnes interviewées sont des mots récents. Stress, charge mentale, c'est pas des mots qui étaient utilisés au Moyen-Âge. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Robert Maggiori lorsqu'il insiste sur ce qui peut avoir un rapport tout simplement avec la condition humaine, dont Éric Fiat parlera sans doute mieux que moi. Alors, ce que je voudrais faire rapidement, c'est vraiment un parcours historique pour réfléchir sur la façon dont l'histoire nous montre comment les choses se sont construites pour que la fatigue apparaisse sous la forme que nous connaissons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les fils que l'on peut tirer qui nous permettent de comprendre notre contemporain? C'est ça ma question. Alors, il y a évidemment dans cette question des préalables, la fatigue dont je parle, Robert Maggiori l'a très bien montré, c'est pas la fatigue liée à une maladie, c'est pas la fatigue, par exemple, liée, je sais pas, à une tuberculose ou à un cancer. Bon, la fatigue dont je parle, ça a été bien dit, c'est la fatigue qui est le résultat d'un engagement, le résultat de quelque chose, le résultat de ce qu'on pourrait appeler une dépense. C'est ça la fatigue dont je parle. Avec, une fois dit cela, on voit très bien qu'il y a 4 aspects que je ne développerai pas forcément contemporainement, mais il y a 4 aspects qu'on est contraint de prendre en compte. Le premier, c'est qu'est-ce qu'on entend par fatigue. Le deuxième, qui est lié au premier, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter la fatigue. Le troisième, c'est en quelque sorte qui ça concerne. Est-ce qu'à une époque X, tout le monde est concerné par la fatigue ou pas? Voilà. Et le quatrième, c'est quand même, une fois qu'on a dit tout cela, quelle est la part la plus importante de la fatigue selon les périodes? Alors pour aller très vite, je dirais la chose suivante. Je ne veux pas m'attarder sur les périodes anciennes, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer de mettre en perspective assez rapidement la façon dont les repères ont évolué concernant la fatigue. Si vous posez la question au Moyen-Âge, par exemple, bon, moi je sais qu'historiquement, j'aime bien commencer par ce qui est au fond une forme d'origine de l'Occident. Si vous vous intéressez au Moyen-Âge, vous voyez que la fatigue dont on parle, par exemple, ce n'est pas la fatigue du travailleur. Ça ne pose pas de problème. C'est encore moins la fatigue du serf. À la limite, on va dire, s'il se casse une jambe, c'est pas grave, etc. La fatigue dont on parle, c'est la fatigue du combattant, d'abord. Ensuite, c'est la fatigue du clerc, c'est-à-dire celui qui se sacrifie pour les autres. Et puis enfin, c'est la fatigue, je dirais, du voyageur et plus particulièrement du marchand. Et donc, vous avez du coup, ça c'est ce qui m'intéresse beaucoup en histoire, c'est quand on pose une question sur un objet, on peut être en mesure de dresser le profil d'une époque. Vous avez du coup ce qui est important à une époque, c'est-à-dire la défense de la cité, l'alimentation de la cité, le marchand, et la défense spirituelle de la cité. Vous voyez, du coup, vous avez un profil. Alors maintenant, comment on l'a défini? Rien à voir avec la façon dont on l'a défini aujourd'hui. Je ne veux pas être trop long, hein, mais on l'a défini par le fait que la fatigue, c'est ce qui nous fait perdre de la substance du corps. Et la substance médiévale, je suis désolé de faire ce type de rapprochement, c'est quand même de l'eau.
C'est les humeurs qui comptent. D'ailleurs, la preuve, vous voyez bien, quand ils sont fatigués, ils transpirent, c'est de l'eau qui sort. Quand ils sont épuisés, ils sont pâles, etc. Bon. Et du coup, le fait de surmonter, c'est boire. Vous avez tout un imaginaire comme ça qui consiste, pour les armées en particulier, à rafraîchir. Vous voyez, on rafraîchit l'armée. Bon. Donc c'est là la manière de la faire, en quelque sorte, récupérer, remonter, etc. L'évaluation n'existe pas. Au Moyen-Âge, on ne sait pas. On vous dit, bon, la fatigue, c'est quand on marche beaucoup ou quand on met de l'intensité. C'est très important, l'évaluation. Parce qu'un des problèmes, évidemment, aujourd'hui, c'est comment on évalue. Vous voyez, toute la question de la pénibilité, c'est comment on évalue. Voilà. Et ça, à la fois, la question est posée au Moyen-Âge et la réponse n'est absolument pas apportée. Et ce qui reste comme catégorie de fatigue, mon 4e point, c'est le physique. Il n'y a pas de fatigue mentale. Vous voyez. En revanche, passionnant, début 15e, Christine de Pisan, à première, qui écrit La Cité des Dames. À la fin, elle dit « J'étais fatiguée d'avoir écrit ce livre. Et je ressentais mon corps épuisé. » Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du mental qui se met à émerger, mais la traduction reste particulièrement physique. Il n'y a pas d'angoisse, ce n'est pas la psychanalyse, il n'y a pas d'intériorité, etc. Voilà. Allons vite. Passons à l'époque classique. Qu'est-ce qui se passe? Très vite. À l'époque classique, c'est pas la même chose. C'est plus le combattant, c'est plutôt le guerrier, celui qui est engagé pour des années et des années. Donc c'est plus la fatigue du combat, c'est la fatigue de la guerre, c'est la fatigue où on s'est formé, où on a subi des camps, où on a subi de la discipline. Vous voyez, et du coup, vous voyez émerger un aspect du social qui a changé. L'armée qui dure, l'armée qui se déplace, l'armée qui organise des camps, etc. Avec même des visites. Vous avez des courtisans qui vont voir l'armée à Compiègne, etc. Bon, passons. Donc ça fait un versant. Vous avez un autre versant qui naît, et là encore, qui décrit un profil. C'est quoi? L'administrateur. Ah, ça, au XVIIe, Louis XIV envoie comme ça des intendants en province, il utilise ses ministres, et donc vous avez des ministres qui disent « Écoutez, je ne peux pas continuer. » Je pense à Chemillard, qui est à la fois ministre des Finances et ministre de la Guerre. Il écrit à Louis XIV « Je ne peux pas continuer. » Louis XIV dit « Nous mourrons tous les deux. » Oui. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Au Moyen-Âge, vous ne voyez pas ça. L'administrateur, ça crée une société qui diffuse de l'ordre, qui diffuse de la communication, qui diffuse en quelque sorte de l'information. Et c'est nouveau. Bon, donc la fatigue nous montre comme ça des parcelles de social qui se mettent à exister. Et puis vous avez encore la fatigue du courtisan. Alors ça c'est très précis, le courtisan autour du roi, la France qui rassemble le pouvoir au niveau d'un centre qui est le pouvoir, et le courtisan il se fatigue. Il se fatigue à la fois parce qu'on voit émerger insensiblement du psychologique. Moi c'est ce qui m'intéresse le plus, je ne vous le cache pas. C'est la fatigue mentale, évidemment. On voit monter du psychologique. Le courtisan qui va dire alors, la critique qu'on fait, il se plie, il obéit, il accepte, il subit. Voilà. Ou encore, il se tient debout en permanence. Et donc, ça donne quelque chose qui n'est plus seulement de la spécificité physique, qui fait exister un autre versant. Et puis, vous avez, c'est mon 4e point, vous avez la fatigue de l'esprit qui apparaît. Descartes dans les lettres. À Élisabeth, vous savez, ne faites pas trop de métaphysique parce que vous allez avoir une fatigue mentale, une fatigue d'esprit. Il décrit pas, Descartes ne décrit pas, c'est pas la psychanalyse une fois encore, mais quand même il y a un versant qui est neuf et qui est fondamental à mes yeux, et qui est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous et qui n'est pas lié au physique. Donc du coup, ne jouez pas trop aux échecs, etc. Et puis dans les institutions religieuses, il faut une récréation. Et la récréation, c'est une forme d'arriver à arrêter un peu la prière, qui risque d'être obsédante, qui vous occupe l'esprit, il ne faut pas trop, etc. Vous voyez, on voit dans le temps des fils qui peuvent être tirés et qui font émerger des nouvelles manières de décrire et des nouvelles manières de faire exister quelque chose qui est de l'ordre de la fatigue, de la pénibilité, etc. Bon, alors on pourrait continuer, je vais être quand même très rapide, je ne vais pas décrire l'ensemble des instances historiques. Vous n'avez toujours pas, au XVIIe, vous n'avez toujours pas l'évaluation, hein. Mais quand même, le XVIIe, c'est c'est un pouvoir centralisateur. Ce pouvoir, il faut qu'il sache combien il dépense, combien il gagne. Donc vous commencez à avoir des lettres de Louvois, par exemple, qui s'adressent à ces futurs maréchal Vauban, qui dit voilà, vous avez à débarrasser tel ensemble de terres pour faire un arc-duc amenant l'eau de l'Eure à Versailles, je pense à Maintenon, 1686. Et là, il lui dit dites-moi,
combien un soldat peut déplacer de terre par jour. Dites-moi combien il faut de soldats pour faire telle et telle chose, ce qui est quand même assez remarquable comme question. Évidemment, Vauban ne peut pas répondre, ne peut pas dire. Donc ça, c'est un truc, c'est une histoire magnifique, ça. Ça échoue complètement. Le débarrassement de la terre pour conduire l'aqueduc à Versailles, ça tombe. Il y a des phrases magnifiques dans Saint-Simon, qui est le grand chroniqueur du XVIIe, qui dit il y a eu peut-être des fièvres qui sont nées, des marées, etc. Voilà, bon, on ne comprend pas. Mais Vauban va continuer. Et il va travailler sur la frontière de l'Est, puisque Louis XIV a complètement rasé le Palatinat et ils craignent le fait qu'il y ait un combat qui menace les marges de l'Est. Et donc là, Vauban va quand même calculer de manière plus précise, il va s'installer, combien on peut terrasser, combien on peut faire circuler de brouettes par jour, quelle distance. Bon. Là encore, c'est flou, il n'a pas de réponse. Mais l'idée d'essayer de calculer, elle est nouvelle et intéressante. Donc vous voyez ce qui progresse. C'est à la fois quelque chose qui est de l'ordre du psychologique, et en même temps, c'est quelque chose qui est de l'ordre du calcul, qui est de l'ordre, bon, pour dire les mots vite, et évidemment de façon caricaturale, c'est de l'ordre du rendement. Alors si je continue très vite, qu'est-ce qui est neuf au XVIIIe? Ah, ça renvoie à ce que disait Robert tout à l'heure. Ce qui est neuf au XVIIIe, c'est quand même que les gens commencent à s'interroger sur ce qu'ils éprouvent. Et brusquement, vous avez des lettres, Madame du Défend, Madame d'Épinay, qui écrivent et qui disent « Aujourd'hui, je me sens vraiment fatigué ». Vous ne trouvez pas ça avant? Donc ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que commence à apparaître quelque chose qui est de l'ordre d'une exigence de conscience, d'une exigence d'écoute, d'une exigence d'intériorité qui auparavant n'était pas. Et nous sommes les enfants de ça. Vous voyez, c'est pour ça que faire de l'histoire, c'est intéressant. Parce qu'on comprend comment certaines complexités, certaines intériorisations se mettent à exister. Et ça va encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez donc, je me résume, cette apparition d'écoute. Moi, j'avais beaucoup travaillé quand j'avais écrit ce livre sur le sentiment de soi, histoire de la perception interne du corps. Il y a une perception interne qui se met à exister alors qu'elle était beaucoup plus faible, voire quasiment effacée auparavant. Vous avez ça. Et puis vous avez, est-ce que je ne peux pas me lancer dans tel défi? Est-ce que je ne peux pas affronter telle chose? D'où des espaces qui étaient totalement inexistants et qui se mettent à émerger, à exister. Émerger, c'est le mot, le Mont Blanc. Le Mont Blanc n'existait pas. C'est une terre qui ne sert à rien, c'est stérile, c'est froid, c'est dangereux, etc. Et puis le Mont Blanc, ça existé. Pourquoi? Parce que c'est un défi. On peut calculer, on peut monter. De Saussure fait ça, vous voyez, 1786, il fait ça. On peut aborder, on peut monter, on peut se lancer un défi. Et se lancer un défi, en quelque sorte, c'est faire exister de la fatigue qui nous rassure et nous donne le sentiment que nous existons avec plus d'intensité, avec plus de légitimité, et c'est absolument fondamental. Les Lumières, de ce point de vue-là, sont une bascule, à mon avis, radicale, qui nous font arriver, nous font penser aux périodes d'aujourd'hui. 19e, vous voyez, je vais très vite parce qu'il y a plein de choses dont je ne parle pas. La fatigue aussi, elle est perçue de façon nouvelle au 18e. Hein. C'est les nerfs, c'est plus les humeurs, c'est les nerfs qui lâchent, les nerfs qui ne tiennent pas. Donc il faut trouver des excitants, il faut tendre le corps, il faut recourir au froid. Je ne parle pas de tout ça parce qu'on n'en finirait pas. Passons au 19e. Et brusquement, le 19e, c'est une nouvelle société. C'est un nouvel espace. C'est un nouveau milieu. Machines, usines, industrie, ouvriers épuisés. Que faire? Que faire? Alors, évidemment, il y a une relative indifférence à l'égard de l'épuisement ouvrier au 19e. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais en même temps, il y a une préoccupation. Donc vous commencez à voir des enquêtes, je pense en particulier, j'en parlais tout à l'heure quand on discutait avec les lycéens, vous avez en particulier l'Académie des sciences morales et politiques qui lance une grande enquête. Vous voyez, l'État se sent responsable, qui lance une grande enquête sur, alors les ouvriers, qu'est-ce que ça donne? Et puis le fameux rapport Villermé, Louis-René Villermé, tableau physique et moral des ouvriers en France. Et qu'est-ce qu'il voit, machin, comment il s'appelle, Villermé? Il s'interroge sur un nouveau type de représentation de la fatigue. À savoir, c'est plus les nerfs, mais c'est l'énergie. C'est-à-dire que c'est le fait que l'oxygène, ça brûle et ça crée de la mécanique exactement comme la machine à vapeur. Donc qu'est-ce qu'il voit? Ils sont voûtés, ils n'ont plus de poitrine, ils sont complètement écrasés, ils sont exsangues, etc. Vous voyez? Et les enfants dans la même situation. Donc il faut arriver à faire en sorte que ces générations ne dépérissent pas
parce qu'elle se trouve coincée, en quelque sorte diminuée, et dans une certaine mesure dégénérée. Ça, c'est tout à fait neuf au 19e. Ce qui est neuf, c'est la représentation du corps, je l'ai dit, je n'y reviens pas, énergie. Et ce qui est neuf, c'est une population qui se met à être de plus en plus visible et sur laquelle on s'interroge. Alors qu'au Moyen-Âge, on ne s'interrogeait pas du tout sur cette population. Avant-dernier point, et après, j'en terminerai avec un parcours historique qui est quasiment caricatural. Avant-dernier point, c'est le suivant. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e? Fondamental. Si vous lisez les textes, non seulement les romans, mais les textes de mœurs, même à la limite les règlements, les textes des inventeurs, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment que le monde s'est accéléré, le sentiment qu'on ne maîtrise plus, ça va trop vite. Les vapeurs, les télégraphes, les téléphones à la fin du 19e, la presse tous les jours. La presse, impossible de surmonter la presse. Les émotions changent tous les quarts d'heure, je ne peux pas. Les textes de Zola sont terribles là-dessus, je ne peux pas lire le journal, etc. Bon. Et ça aboutit à quoi? Notion complètement nouvelle. Je vous dis les mots. Il faut suivre les mots. Stress, charge mentale sont des mots nouveaux qui désignent de nouvelles situations. Quel est le mot nouveau, deuxième moitié du 19e? Surmenage. Les individus sont surmenés. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce qui les déborde. Quelle est la maladie? Neurasthénie. Vous voyez, la fameuse maladie qui a été magnifiquement analysée par le père de Proust, Antonin Proust, qui écrit l'hygiène du neurasthénique. Parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils tombent. Il y a des phrases magnifiques chez Maupassant. Je ne peux pas me lever le matin, je ne peux pas bouger. Vous voyez, donc ça, c'est une fatigue qui est quand même liée à quelque chose qui est de l'ordre de la dépense. Mais ce n'est pas la dépense au sens de l'engagement physique, c'est la dépense au sens de l'accentuation de la sensation, l'accentuation, le débordement des sollicitations, le débordement de lumière, le débordement en quelque sorte, je dirais, de demandes nerveuses, etc. Ça, c'est complètement neuf. Vous voyez, donc les mots, c'est complètement neuf. Et je pense que si on continue, évidemment, il se passe quelque chose qui est fondamentalement de plus en plus psychologique dans les sociétés d'aujourd'hui. Je vais très vite, bien entendu, et du coup, je schématise de manière quasiment discutable. Ce qui se passe, si j'en viens à mon dernier point, c'est quand même que les individus s'écoutent de plus en plus. Il y a une psychologisation qui a considérablement monté. En s'écoutant de plus en plus, ils ont le sentiment que leur condition est d'emblée une condition de fatigue. Et moi, ce qui me passionne, et je terminerai là-dessus, ce qui me passionne, parce que ça renvoie sans doute à une discussion que nous pouvons avoir avec Éric, ce qui me passionne, c'est la chose suivante. Si vous comparez, je ne veux pas être long, mais si vous comparez les descriptions dans le cadre de la guerre, les descriptions faites par les soldats, et que vous comparez deux situations extrêmes, quasi insupportables, la retraite de Russie et la situation des tranchées. Un siècle plus tard. Retraite de Russie, je cite toujours le livre du sergent Bourgogne, qui, lui, décrit évidemment un épuisement terrible, si vous voulez. Bon, le froid, le manque de nourriture, et ce sur quoi insiste le sergent Bourgogne, c'est d'une part cela, bon, cette forme d'épuisement qui était quasiment inconnue jusque-là, mais c'est aussi le fait qu'il y a du coup des moments de grandissement, c'est-à-dire des moments où on peut avoir une générosité alors qu'on est en train de mourir, on donne sa ration, ou encore, je citais tout à l'heure les pontonniers de la Bérésina qui se sacrifient, parce qu'il faut que le convoi puisse passer, donc ils sont dans l'eau, gelés, etc., et ils ne peuvent pas surmonter. Très bien. Si vous lisez les témoignages des poilus, un siècle plus tard, les témoignages des poilus, je pense en particulier à ce livre extraordinaire, La peur, de Gabriel Chevalier. Le témoignage des poilus, c'est ça, bien entendu. Épuisement total, sacrifice, magnifique. Mais c'est aussi autre chose. Et ça nous concerne. Le témoignage des poilus, c'est... Gabriel Chevalier, c'est magnifique, ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il dit? On nous épuise tellement que nous ne pouvons plus penser à nous-mêmes. Nous n'avons plus d'autonomie. Nous n'existons pas. Je n'existe plus. Je suis un animal. Je perds, en quelque sorte, mon moi. Ça, c'est complètement neuf. Vous voyez? Donc, si je tire le fil, c'est quand même une indiscutable montée du psychologique, c'est une indiscutable montée de l'attention à soi, c'est une indiscutable montée de l'insistance portée sur l'autonomie.
Alors j'ajouterais, on pourrait décrire le stress, etc., je ne peux pas le faire, j'ajouterais que la charge mentale, c'est précisément l'accentuation de la pression de type psychologique. Et ce qui me paraît personnellement très important, c'est la montée d'autres mots, dont harcèlement, harcèlement moral, harcèlement psychologique. Pourquoi? Parce qu'on supporte de moins en moins le fait qu'une pression vienne s'exercer sur nous. Et cette pression se transforme en fatigue. Je ne parle pas du Covid, on pourrait en parler longuement. On va en parler après. On pourra le faire après. Merci beaucoup.